que vous soyez parmi nous et que on va partager ensemble un moment pour voir justement tous les défis du recrutement à l'ère de la digitalisation. Donc, je vais lancer et partager la présentation. Voilà. Donc, juste pour présentation, donc l'objectif, comme vous pouvez le voir ici de cette intervention, c'est qu'on puisse échanger et que je vous donne une vision réelle sur ce qui se passe dans le monde du recrutement et quel est l'impact de la digitalisation sur le process recrutement, que ce soit dans un cabinet de recrutement ou dans le service recrutement dans une entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est, on va commencer par la problématique. Quels sont les dégâts du recrutement sans la digitalisation? Parce que la digitalisation, ça fait quelques années que ça a démarré, mais avant, on avait déjà des process standards qu'on utilisait et les dégâts de ce recrutement sans digitalisation étaient enfin, ils comprenaient beaucoup d'éléments. D'abord, la première des choses, c'était la perte de temps sur les tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Il y a beaucoup de travail administratif, il y a beaucoup de paperasse, c'est-à-dire pour recevoir la candidature, et surtout quand il s'agit des documents en format papier. C'est clair que, pardon, c'est clair que il y a la partie lecture du CV, il y a la partie classement du CV, classement en fonction de comment on va statuer cette candidature. Euh, Ensuite, il fallait travailler sur un PC et essayer enfin, sur un tableau Excel pour pouvoir classer les candidatures en cours de traitement, celles qui ne sont plus en cours de traitement. Déjà, rien que la partie Excel, quand il n'y a plus qu'un recruteur qui travaille sur un recrutement, que ce soit dans un cabinet de recrutement ou dans une entreprise qui va travailler, qui va avoir une grande équipe recrutement, c'est particulièrement pénible parce qu'il n'y avait pas avant cette possibilité de tout centraliser et d'avoir des feedbacks à chaud. Donc, il fallait attendre que chacun envoie son fichier et qu'on puisse faire une compilation, ce qui n'était pas du tout évident. Et donc, après, pour les services recrutement en entreprise, il y a tout le suivi administratif de la candidature. C'est-à-dire qu'une fois le candidat a été validé, eh bien, il y a les documents du contrat, les documents qu'il doit réunir pour valider des informations qu'il a communiquées, que ce soit les diplômes, que ce soit les attestations de travail, tout. Et c'était très, très pénible, c'était très lourd. Donc, il y a aussi l'évaluation subjective et qui reste variable. Pourquoi on parle d'une évaluation subjective? Ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire qu'il y a des chargés de recrutement ou des recruteurs qui vont être plus honnêtes ou plus malhonnêtes que d'autres, mais à partir du moment où on est dans un travail humain, il y a ce qu'on appelle le cadre de référence qui intervient. Il y a aussi le niveau qui intervient. Donc, chaque recruteur, il va évaluer selon son niveau. On a eu beaucoup de problèmes. Nous, par exemple, quand on travaille en tant que cabinet de recrutement, on a eu beaucoup de problèmes avec des clients qui ne calibrent pas de la même manière, que ce soit le niveau de langue. Par exemple, on peut évaluer quelqu'un qui a un très bon niveau de français 8 sur 10 et on peut avoir un autre évaluateur qui, lui, est beaucoup plus exigeant, va le noter 6 sur 10. Ou encore pour l'anglais. Il y a aussi les attitudes. Nous, par exemple, en tant que cabinet de recrutement, on peut évaluer que l'attitude de la personne, c'est être respectable, parler correctement, s'asseoir correctement, c'est-à-dire utiliser un langage qui est soutenu ou respectueux. Il y a d'autres recruteurs qui vont juger et évaluer en fonction aussi de leurs références. Comment la tenue, quel est le type de tenue qui est mis par le candidat, quelle est même la façon de parler, il y a un problème. Donc, à partir du moment où il y a une intervention humaine, il y a ce qu'on appelle le risque de rater des candidatures, le risque de ne pas donner les mêmes chances à tous les candidats. Et ça, ce sont des facteurs qui ont un effet assez dangereux sur le rendement de l'entreprise parce qu'elle peut rater des candidats ou encore elle peut créer, c'est-à-dire une mauvaise image de l'entreprise. Alors,
quelles sont les solutions qu'apporte la digitalisation? Concrètement, on a parlé de la partie administrative. Donc, à partir du moment où on parle de digitalisation, ça veut dire qu'on va gagner plus de temps sur les tâches qui sont robotiques ou, si vous voulez, les tâches qui sont standards, qui se répètent. On a tout ce qui est paperasse, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir un document en format papier et le classer et de se déplacer d'un bureau à l'autre, tout est classé maintenant dans un fichier et il suffit parfois de cliquer juste sur un bouton pour pouvoir envoyer le statut et tout classer. Il y a aussi la digitalisation qui nous fait gagner du temps, c'est quand on a des outils pour centraliser le travail entre l'équipe recrutement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir chacun avec son fichier et qu'une personne s'occupe de la compilation et que c'est par la suite qu'on va commencer à chercher et analyser les résultats, eh bien, tout simplement, on travaille sur une application où tout le monde va travailler et de la mise à jour se fait automatiquement au fur et à mesure. Ce travail avec des applications permet de gagner énormément de temps parce que et réduit aussi les erreurs. C'est-à-dire déjà, on a le temps qui est gagné. Forcément, ce temps qui est gagné, c'est pour en faire quelque chose parce que ce n'est pas pour qu'on se dise, bon, par exemple, j'ai une équipe de 5 chargés de recrutement, si je vais digitaliser, donc ça veut dire que j'aurai besoin que de 3. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que ce recruteur, hein, il peut profiter de ce temps gagné pour développer le réseau des candidats parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a des réseaux professionnels comme LinkedIn, comme Viadeo, etc., qui sont des plateformes où on peut développer un réseau de candidats qu'on va contacter en fonction des besoins. On peut aussi consacrer ce temps à faire de la chasse parce qu'effectivement, quand on fait du travail administratif qui nous prend du temps, on n'exploite pas réellement les compétences d'un conseiller ou d'un chargé de recrutement parce qu'il passe 40 à 50% de son temps sur des tâches que n'importe qui peut faire. C'est-à-dire on peut ramener même un profil débutant, on lui demande comment, on lui précise comment il peut faire, il va les faire. Donc finalement, quand le recruteur est obligé de passer par ce travail manuel, eh ben, ça ralentit le travail. En gagnant du temps aussi, le recruteur peut prendre le temps de faire une analyse sur les causes du mauvais recrutement. Pourquoi un recrutement a été raté? Et Dieu seul sait qu'il y a des recrutements qui sont ratés. Le problème, c'est que quand on est pris par c'est-à-dire la pression du temps et que beaucoup de tâches inutiles nous font perdre du temps, on ne prend pas le temps de prendre du recul et se dire, tiens, là, il y a un problème. Il faut qu'on voit pourquoi chaque fois qu'on lance le process, les candidats qui sont recrutés ne passent pas plus d'un mois ou 2, 3 mois, etc. Et on va essayer de comprendre où est le problème pour pouvoir proposer des solutions et éviter que ça se reproduise. On peut aussi gagner du temps et en profiter pour prendre des initiatives pour innover le sourcing. Le sourcing aujourd'hui pour un recruteur n'est pas limité à une norme ou à des standards. Un recruteur, il peut utiliser plusieurs moyens pour recruter. Moi, j'ai eu une dame un jour et j'ai apprécié son idée. Pour certains profils, quand elle veut faire de la chasse, elle ne va pas faire de la chasse que sur les réseaux, elle va se déplacer complètement là où ils travaillent et elle va les approcher directement. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas la digitalisation. Donc, forcément, c'est quelque chose qui lui permet de rencontrer plusieurs personnes et surtout les bonnes personnes. Ça permet aussi de développer les relations de confiance avec les managers ou les clients. Alors, en tant que cabinet de recrutement, nous, par exemple, on a besoin de profiter de ce moment qui est gagné pendant le recrutement, pendant le process, pour pouvoir développer des relations plus solides avec nos clients. Et bien, c'est la même chose dans les entreprises, dans les multinationales qui ont un service recrutement. Ce service recrutement, tout simplement, il va avoir besoin d'être en interaction constamment avec les autres services de l'entreprise parce que le recruteur, d'où est-ce qu'il puise déjà c'est-à-dire ses commandes? C'est des services concernés, que ce soit le service financier, le service commercial, le service administratif.
Donc, il y a un travail d'équipe qui se fait et pour qu'on puisse arriver à cette homogénéité et cet esprit d'équipe, il faut qu'il y ait du temps pour pouvoir développer des relations de confiance, des relations d'entente, parce que souvent, quand il y a un recrutement qui est raté, le problème qu'il y a, c'est que chacun indique l'autre du doigt. Donc, non, c'est l'autre service qui ne m'a pas donné le bon descriptif. Non, c'est l'autre service qui n'a pas validé le bon profil. Non, c'est le recruteur qui m'a cautionné le candidat. Et donc, ça fait beaucoup de problèmes. Par contre, si effectivement on profite de ce temps gagné pour faire plus de réunions, de mise en point, plus de réunions de calibrage, on est sûr que on va pouvoir gagner du temps et réussir davantage les recrutements suivants. Il y a aussi la marque employeur qui est plus séductrice. C'est clair, on a tous été candidats un jour et il y en a parmi vous qui sont des candidats forcément. Une entreprise qui va mettre à votre disposition un outil pour postuler, pour suivre votre candidature, pour avoir un feedback à chaud, même si c'est un mail automatique, ça fait toujours plaisir et c'est toujours mieux que quand on n'en a pas. Donc, c'est clair qu'un recruteur qui utilise la digitalisation dans son process recrutement pour alléger, et bien c'est clair qu'en plus de ça, il va donner une très bonne impression sur son entreprise. Et comme aujourd'hui, les grandes entreprises se font de plus en plus nombreuses sur le marché, pour certains profils, surtout les profils pointus, que ce soit l'ingénierie en informatique, en développement, que ce soit les profils commerciaux, les entreprises s'arrachent les profils. Pour pouvoir séduire les meilleurs profils et les chasser tout simplement, eh bien, l'entreprise peut utiliser tout ce qui est moyen digital. Donc d'abord, ça donne une image d'innovation. Donc on voit que c'est une entreprise innovatrice. C'est aussi pour avoir un process de validation qui est plus rapide. Tout simplement, comme je vous ai expliqué, on a un système qui est centralisé. Même les feedbacks entre les différents intervenants dans le process se fait plus rapidement. Et on n'a pas besoin à chaque fois d'appeler X, alors comment ça s'est passé avec cette personne, tu valides, je passe le deuxième entretien ou pas. On n'en a plus besoin, il suffit juste de laisser un commentaire sur la fiche du candidat et la boucle suivante, elle saura comment se comporter. Et puis, on a plus de chances d'attirer les profils brillants. Parce que tout simplement, les profils qui sont brillants, ils savent que sur le marché, ils vont être chouchoutés. Donc, ils vont toujours choisir là où les conditions sont meilleures, là où l'organisation est meilleure. Et donc, ça, c'est clair que ça va donner envie à ce genre de profil de rejoindre l'entreprise. Alors, il y a aussi l'évaluation qui est plus pointue et plus objective. Ici, je parle de digitalisation pour tout ce qui est évaluation par test. L'évaluation humaine, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, mais les tests digitaux, les tests de personnalité, les tests de compétences, les tests d'aptitude, ils permettent de réduire les erreurs de recrutement parce que les tests sont poussés d'une manière à indirectement essayer d'avoir des réponses sur des situations qu'on ne peut pas forcément utiliser, c'est-à-dire découvrir en un entretien. L'entretien, il va durer 30 à 40 minutes jusqu'à 1 heure. On ne peut pas passer par toutes les situations. Par contre, avec un questionnaire, des tests, on a des exemples où on peut voir la vraie personnalité. Alors, donc, ça permet une évaluation avec les mêmes critères pour tous, parce que là, que ce soit le niveau de langue, que ce soit le niveau de motivation, que ce soit le jugement sur l'évaluation de la personnalité, c'est un robot qui évalue et donc le robot, il a des critères et donc forcément avec des critères qui sont clairs et qui sont tout simplement définis, le risque d'erreur est moindre et tout le monde a ces mêmes chances. Il y a aussi le fait que le recruteur, quand il utilise ces tests d'orientation, enfin, je veux dire, ces tests d'évaluation, c'est clair que ça donne une visibilité sur le profil. Donc, après, pendant l'entretien,
ces tests, ça permet soit de confirmer, soit d'évaluer l'impression qu'on va avoir pendant l'entretien. Et puis, comme j'ai dit au début, ça donne surtout une visibilité sur des données qui sont difficiles à décortiquer et à distinguer lors d'un échange oral, que ce soit des situations de provocation, des situations de stress, des situations de logique, parce que beaucoup de tests sont faits aujourd'hui pour voir la capacité de réflexion du candidat. L'objectif pour une entreprise aujourd'hui, c'est de recruter des gens qui réfléchissent, des gens qui vont utiliser leur cerveau tout simplement pour innover, pour proposer, non pas seulement exécuter. Donc, cette capacité-là, elle n'est pas utilisée par tout le monde. Tout le monde l'a, mais elle n'est pas utilisée par tout le monde. Et ces tests sont très importants parce qu'effectivement, ils permettent de découvrir quels sont les profils qui ont cette logique et cette façon de réfléchir qui est on va dire, qui est dans une perspective de prise d'initiative ou pas. Voilà, donc maintenant on a vu quelles sont les difficultés, on a vu quels sont les avantages, c'est-à-dire les difficultés sans la digitalisation, les avantages avec la digitalisation. Donc si on va voir maintenant ce qu'on va voir, c'est plutôt alors quels sont les défis du recrutement avec la digitalisation. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le digital est à utiliser à bon escient. Il ne remplace pas l'humain. Le premier défi à relever, c'est de ne pas se dire non, on va tout automatiser et on va se passer de l'humain. Parce que de toutes les façons, là où il y a traitement de l'humain, on a besoin de l'humain. L'humain, il a sa valeur ajoutée à apporter et on va le voir dans les différentes étapes. La première des choses déjà ici pour revenir à l'importance de l'humain, c'est quand on est en train de passer des tests, c'est-à-dire le candidat qui passe les tests ou qui dépose sa candidature et qui a une machine qui va lui envoyer une validation, il ne sait pas quel est l'état d'esprit du recruteur. Donc forcément, c'est clair, je suis en train de lire les messages, je vais y répondre tout à l'heure. Alors, je disais, quand on n'utilise que la digitalisation, le candidat ne se sent pas pris en charge comme un être humain, il se sent pris en charge comme un chiffre. Donc, il n'y a pas d'empathie, il n'a pas d'idée sur l'état d'esprit du recruteur. Alors, ça laisse une relation froide. Donc, on ne peut pas se passer de l'humain. La digitalisation est là pour aider l'humain et pour lui donner plus de moyens pour rendre le recrutement efficace, mais ne le remplace pas. Alors, le deuxième point, le deuxième défi, c'est qu'il faut faire très attention à verrouiller toutes les données pour éviter les risques de déperdition des informations confidentielles et importantes. On ne peut pas se cacher la face, c'est que quand on est dans l'outil technologique, il y a piratage, il y a risque de suppression, il y a risque de perte d'informations, et tout ça, ça a son effet qui peut être gigantesque sur l'entreprise. Donc, c'est très important quand on choisit d'utiliser la digitalisation à bien verrouiller, que ce soit les applications, que ce soit les résultats, les dossiers des candidats, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de divulgation d'informations confidentielles aussi. Et le troisième point, donc c'est parmi les défis auxquels on doit faire attention, c'est veiller à fluidifier les formalités pour moins de rigidité dans la gestion du processus recrutement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de process, on va tout simplement se dire qu'il y a l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui posent les process ne sont pas forcément ceux qui les utilisent. Donc, il y a l'équipe réflexion, projet, qui va bien sûr s'imprégner et se concerter avec l'équipe recrutement. Mais quand elle va poser le process, et c'est en le mettant en place et en pratique qu'on commence à voir, des fois, c'est lourd.
d'attendre de passer par l'étape numéro 2, ensuite 3, on peut passer à l'étape 4. Vous m'entendez? Voilà. Donc, à partir du moment où on a cette possibilité d'utiliser les process, c'est bien, mais il ne faut pas non plus alourdir et faire attention à ce que ça ne devienne pas non plus un moyen qui va frustrer les recruteurs à utiliser cette digitalisation. Voilà, donc là, on a vu toutes les différentes étapes. Comme vous avez pu le constater, on a parlé au début, pour ceux qui nous ont rejoints par la suite, on a parlé des difficultés du recrutement sans digitalisation. Donc, c'est la perte de temps sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. C'est aussi le risque d'évaluation qui est subjectif parce que ça dépend du niveau du recruteur qui diffère et qui varie d'une personne à l'autre. C'est aussi le risque de rater des candidats parce que tout simplement, le traitement n'est pas forcément objectif. Et donc, on a vu par la suite quels sont les avantages de la digitalisation. Et les plus gros avantages dont on a parlé, c'est le fait déjà de gagner du temps. Donc, le recruteur, il pourra se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir justement travailler sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et parmi ces tâches à forte valeur ajoutée, c'est le développement du réseau, c'est aussi le travail et l'analyse des recrutements, est-ce qu'ils sont réussis ou pas, c'est la partie suivi des intégrations des candidats de façon plus professionnelle et avec plus de présence. Donc, ensuite, on a aussi l'élément qui est important dans l'avantage de digitaliser le recrutement, c'est aussi l'image innovatrice que donne l'entreprise. Donc, l'entreprise utilise la digitalisation, c'est clair qu'elle va donner envie d'attirer tous les profils, y compris les meilleurs. On a vu par la suite les défis. Donc, maintenant qu'on sait quels sont les avantages, il fallait voir aussi quels sont les défis d'un recrutement avec la digitalisation. Donc, on a dit la première des choses, c'est qu'il ne faut pas confondre profiter de la digitalisation pour accompagner le recrutement et remplacer l'humain. L'humain ne peut pas être remplacé dans un processus recrutement humain. La deuxième des choses, c'est faire attention au verrouillage des données, parce que tout ce qui est électronique comprend le risque de déperdition, de piratage, etc. Et en fin de compte, donc, le troisième défi auquel il faut faire attention, c'est fluidifier les formalités pour moins de rigidité dans le process. Et comme ça, on ne va pas refouler les gens à utiliser le moyen installé. Voilà, je vais répondre à une question qui a été posée par Hamza. Quand vous dites sourcing, on pourra aborder le terme chasse de tête, le recrutement de candidats passifs. Alors, quand je dis sourcing, c'est différents moyens. La chasse de tête est un moyen de sourcing. L'approche par d'autres moyens, que ce soit la recommandation, que ce soit le fait de créer du contenu intéressant pour pouvoir agrandir son audience et son réseau, c'est aussi un moyen de sourcing. Après, il y a les plateformes d'annonces, bien sûr, les job boards sur lesquels tout le monde met des annonces. Et donc, il y a d'autres moyens qui peuvent être innovés par chaque recruteur en fonction de son besoin et en fonction de la typologie de profil à recruter aussi. Donc, ça comprend effectivement la chasse de tête. Alors, je sais, je vais voir aujourd'hui s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Alors, quels sont les outils disponibles pour faire des tests digitaux? Alors, en fait, il y a plein de tests, il y a plein d'outils. Souvent, c'est soit des outils qui sont développés par l'entreprise elle-même, soit qui sont achetés chez des entreprises spécialisées dans les tests.
Et donc aujourd'hui, ces entreprises qui sont utilisées, bon, bah, il y a le test, le Big Five, il y a le MBTI, il y a les tests central test, il y a plein de tests. Généralement, ces tests-là sont vendus à, à, à- à des entreprises parce qu'ils sont vendus en grand volume, en gros, et par la suite, ils sont utilisés individuellement pendant les entretiens. Alors, je ne sais pas si, il y a des personnes qui voudraient poser d'autres questions. Alors, merci, Madame Houda. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Donc, on a appris beaucoup sur le recrutement, les exigences, ce qu'il faut faire avec le monde digital. Merci. Merci, c'était très intéressant. Alors, les participants, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a Monsieur Félix qui voudrait poser une question. Non, c'est bon, madame. Merci. Je vous en prie. Alors, j'ai deux questions qui sont par message. Donc, bonjour, à votre avis, comment peut-on digitaliser le recrutement tout en respectant le côté humain de cette partie des RH? En fait, aujourd'hui, c'est très simple. Digitaliser le recrutement, c'est digitaliser toutes les missions qui sont, administratives et robotiques. On peut concrètement digitaliser le suivi de la candidature. On peut digitaliser une partie de l'évaluation, comme j'ai dit, parce que ça permet à la personne, c'est-à-dire ça permet au recruteur d'avoir une évaluation objective. On peut digitaliser c'est-à-dire l'évaluation, enfin le classement de la candidature et aussi l'intégration. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que le candidat devait ramener tous les documents. Encore aujourd'hui, ça se fait dans certaines entreprises, mais chez beaucoup d'entreprises aussi, c'est-à-dire on demande, nous aujourd'hui, par exemple, on recrute pour le cabinet, enfin pour l'entreprise Amazon, il n'y a aucune intervention humaine à part, par exemple, au moment où on va accompagner la personne pour pouvoir nous livrer les documents. Tout est digitalisé, mais cette digitalisation, elle n'exclut pas, c'est-à-dire l'évaluation se fait via des tests, les documents sont scannés et envoyés et téléchargés sur l'application, le retour de l'entreprise est donné sur l'application. L'état de la candidature et l'avancement est donné sur l'application. Donc, tout ce qui peut être digitalisé, c'est fait. Qu'est-ce qui reste? Il reste le côté humain où on reste à la disposition du candidat s'il n'a pas compris certaines questions, si il a besoin s'il a un cas particulier. Donc, s'il y a un problème, un changement de dernière minute, donc on voit bien qu'on a besoin de cette partie humaine dans le process. Alors, deuxième question. Vous ne pensez pas que le fait de surdigitaliser le recrutement peut entraîner un risque sur la protection de la vie privée, dans le sens où la base de profils et candidats avec leur évaluation peut être divulguée volontairement ou non, par exemple piratage sur Internet, et ainsi catégoriser les personnes meilleurs candidats? Oui, je suis parfaitement d'accord, et effectivement, c'est ce que j'ai dit à un moment de ma présentation. C'est tout le risque, et c'est ça tout le défi à relever. C'est-à-dire que quand on choisit d'utiliser un moyen digital, et surtout qu'on va utiliser des données qui sont confidentielles, parce que je vais vous dire, autant quand c'est les coordonnées, le téléphone, le numéro de téléphone et le CV, à la limite, le candidat il ne va pas se dire que c'est très grave à partir du moment où il a postulé dans une plateforme. Mais ça peut être grave si le candidat veut postuler en confidentiel. Et ça nous arrive. On a des candidats, par exemple, qui postulent et ils sont en poste et ils te disent, attention, s'il vous plaît, je ne voudrais pas qu'on apprenne que j'ai postulé ou que je passe des entretiens ailleurs. Là, la digitalisation, elle est très, très, très dangereuse.
il faut qu'elle soit prise avec beaucoup de pincettes. Parce que sinon, s'il y a une fuite, c'est la carrière de la personne qu'on est en train de ruiner. Et à côté de ça, il y a aussi, au-delà des candidats qui ont postulé de façon confidentielle, il y a aussi le fait qu'on a des informations, parfois c'est tout le dossier du candidat. Et dans les entreprises, surtout dans les multinationales et dans les entreprises structurées, on a tout le dossier du candidat qui peut être malheureusement, et ça c'est une réalité, on peut avoir des gens de mauvaise foi qui peuvent récupérer les données et les donner ou les vendre ailleurs. Et ça, c'est aussi dangereux. C'est pour ça que l'entreprise qui se permet de tout digitaliser, il faut absolument qu'elle prenne en considération ces risques-là et qu'elle verrouille. Comment elle peut verrouiller? C'est très simple. Il y a des logins, tout est traçable. C'est possible de tout tracer. On peut savoir qui a récupéré les données, elles sont passées par quel canal, par quelle adresse IP et conditionner ça par des clauses qui peuvent justement mener des sanctions assez graves. Alors, je vous en prie, j'aimerais savoir à votre avis, est-ce que la digitalisation ne constitue pas un risque sur les profils juniors, surtout ceux qui ont des missions de sourcing? Non, la digitalisation n'a pas de, à mon avis, hein, c'est mon avis selon mon expérience, au contraire, la digitalisation n'a aucun risque sur les profils juniors. Et là, je pense que vous parlez des profils chargés de recrutement junior. Si on parle de ça, non, au contraire, elle va les aider. Parce que de toutes les façons, l'être humain, normalement, il est fait avec une grande capacité d'adaptation. Mais celui qui n'utilise pas sa capacité d'adaptation, de toutes les façons, il va souffrir. Mais quand on a cette grande capacité d'adaptation, une fois il y a un nouvel outil, et ça c'est courant, à chaque fois qu'on est face à quelque chose de nouveau, au début on se dit ah, ça va être difficile, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça ne va pas être trop compliqué? Mais après, nous par exemple, au sein de notre cabinet, on a une application où on centralise tout le recrutement. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient, il se dit ah, ça va être compliqué. Mais après, au bout de 3 jours, c'est bon, c'est très facile. Ça devient même l'outil le plus intéressant à utiliser parce que ça facilite la tâche. Et on a une traçabilité, on sait qui a fait quoi. Même, parce que je vais vous dire, même les chargés de recrutement au sein de, que ce soit d'entreprise ou de cabinet de recrutement, ils sont objectifs. Un chargé de recrutement, il a un objectif. Et quand ils travaillent tous sur des missions différentes, il y a des risques que le candidat soit traité par plusieurs personnes. Donc, quand on est dans la digitalisation, on sait qui a traité la candidature en premier lieu et à ce moment-là, on peut éviter de se marcher sur les pieds entre nous devant le candidat. Alors, autre question. Comment la digitalisation du recrutement prend-elle compte des situations de multiculturalité, origine culturelle ou nationalité et donc les codes culturels différents? En fait, ça, c'est simple. Ça dépend des paramètres qui sont pris en considération par l'entreprise. D'ailleurs, par exemple, je prends toujours le test de langue qui a été utilisé par un de nos clients. C'était un test qui prend en considération l'accent. Donc, à partir du moment, d'ailleurs, même dans les tests, c'est-à-dire dans les questions qui sont écoutées, il y a différents accents. Il y a l'accent canadien, il y a l'accent africain, il y a l'accent, c'est-à-dire arabe, voilà, l'accent arabe, pour voir comment ce candidat va pouvoir comprendre et évaluer l'expression de son interlocuteur. Donc, vice-versa, si aujourd'hui, le recruteur sait qu'il y aura un élément important à prendre en considération, qui sont les codes culturels, eh bien, il faudrait, parce qu'aujourd'hui, même dans les tests, pour pouvoir évaluer les profils, il y a des tests qui se font sur mesure, à commander sur mesure. Ce n'est pas quelque chose de difficile à concevoir. J'espère que j'ai répondu, Camille, à votre question. Le digital permet-il de réduire les coûts de recrutement? En partie, oui.
Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait gagner du temps. Alors, quand on gagne du temps, ben, c'est clair qu'on va gagner de l'argent. Moi, si j'ai un process recrutement qui va me prendre, allez, on va dire 2 semaines avec tout ce qui est papier, c'est-à-dire pourquoi ça va me prendre 2 semaines? Par exemple, le chargé de recrutement ou la chargée de recrutement va devoir faire les recherches de sourcing, va devoir recevoir les documents, les candidats, les candidatures, va devoir les traiter dans un fichier Excel et ensuite les compiler dans un autre fichier et ensuite vérifier avec les peu de filtres qu'il y a, faire des retours qui sont manuels. Par la suite, il faut appeler et laisser un commentaire. S'il y a un oubli d'enregistrement sur Excel, tout est perdu. Donc là, il y a il y a une perte de temps qui fait que le recruteur, au lieu de travailler 8 heures que sur le sourcing et l'évaluation, eh bien, il va travailler 4 heures sur le sourcing et l'évaluation et 4 heures sur les tâches administratives et routinières. Donc, si le recrutement va prendre, je dis n'importe quoi, 2 semaines ou 3 semaines, avec la digitalisation, eh bien, il va prendre une semaine de moins. Donc, ça peut réduire le temps par rapport aux erreurs. Parce que quand on utilise des moyens digitaux, enfin des tests digitaux, c'est clair que, j'espère que vous m'entendez, quand on utilise des tests, par exemple, de personnalité qui sont fondés et qui, pour pouvoir confirmer certaines impressions qu'on a, ça nous réduit le risque d'erreur sur le recrutement. Et qui dit réduire les risques d'erreur, ben, ça veut dire réduire aussi, parce qu'aujourd'hui, Rebonjour. Alors, je pense que Madame Houda a un souci de connexion. Il est en train de se reconnecter. Alors, merci de patienter. Donc, on attend juste quelques moments. Il est en train de se reconnecter. Madame Houda? Madame Houda, vous arrivez désolée, à ça nous a entendre? été un problème de… De Là, vous connexion. m'entendez? Oui, oui, là, je vous entends Oui, là, vous parfaitement. m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Là, vous m'entendez mieux? Pas vraiment, ça coupe. Là, on arrive à vous voir. Madame Houda? Oui, là, oui, Méliane, vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Vous pouvez continuer, oui. Très bien, je suis désolée. Donc, Non, pas de souci, ça arrive. oui. Par les réponses des questions. Alors, voilà, je parlais des coûts de recrutement qui peuvent être
quand on parle de réduction des erreurs, c'est quand il y a déjà erreur de recrutement, c'est que forcément, il y a un coût de formation, il y a le coût du recrutement, du sourcing, de la masse salariale qui a travaillé dessus. Donc, c'est tout un coût qui va être réduit si on utilise des tests performants pour appuyer cette évaluation avant de valider la candidature. Donc, j'espère que pour à sa place. Alors, pour M. Omar Tena, le test digital, est-ce avant l'entretien pour filtrer ou après pour se fixer et départager? Alors, en fait, ça dépend. Il y a des tests qui se font avant et il y a des tests qui se font après. Ça dépend de l'exigence du client. Il y a certains clients, certaines sociétés qui préfèrent les faire dans un premier temps au début. Et ça, quand ces tests qui se font au début, c'est quand c'est des recrutements de masse. Ou c'est des recrutements techniques pour les ingénieurs, par exemple, de développement informatique ou autre. Il y a des tests qui vont faire déjà le premier filtre pour éviter qu'on perde du temps. Une fois ils ont réussi, à ce moment-là, on passe aux entretiens. Et il y a d'autres qui valident la personnalité, qui valident l'évaluation, qui vont être faits juste pour les candidats qui ont été présélectionnés en fin de process. Voilà. Alors, Monsieur Katfi, la digitalisation permet de laisser une trace sur les informations, sur les collaborateurs et ex-collaborateurs. Et des fois, on trouve la raison pourquoi ces mêmes collaborateurs sont sortis de leur lieu de travail, que ce soit en licenciement abondant. Des fois, les informations sont fournies aux autres entreprises voisines dans le même domaine. Écoutez, de toutes les façons, aujourd'hui, il y a une loi qui protège les informations confidentielles de chaque candidat. Donc, c'est pour ça que j'ai dit au début, la digitalisation est à utiliser à bon escient. Parce que c'est très important de savoir que si aujourd'hui on utilise les données ou les informations concernant les candidats de façon illégale, c'est clair qu'on est en train de se provoquer des problèmes et ça peut se retourner contre le recruteur et ça peut aller au tribunal. Donc, ça, c'est clair que les informations confidentielles sont confidentielles, elles n'ont pas à être partagées en public sans l'accord du candidat. D'ailleurs, si vous le constatez, souvent, même le recruteur qui veut faire le contrôle de référence, il prévient le candidat qu'il y aura contrôle de référence, qu'il va contacter ses anciens employeurs, même que parfois, il lui demande de nous donner, de donner c'est-à-dire les numéros de téléphone de personnes à contacter directement. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous un exemple concret de digitalisation nouvellement utilisée au Maroc? Oui. Alors, les plus grosses digitalisations que j'ai vécues sont pour les métiers des centres d'appel et les métiers d'ingénieurs informatiques, les ingénieurs en développement informatique. Pour les métiers des centres d'appel, il y a deux types de digitalisation. Il y a des outils pour postuler, pour rentrer les données, les informations. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une offre. Le candidat, quand il postule, tout de suite, ça atterrit chez le recruteur. Quand ça atterrit chez le recruteur, eh bien, il va classer la candidature en fonction de l'évaluation sur cet outil. Et sur cet outil-là, on va voir le feedback du recruteur, l'état de la candidature, est-ce qu'elle a été retenue ou pas, quand est-ce qu'elle va démarrer, sur quel site, pour quel projet, et si elle quitte, pour quelle raison elle a quitté, quand est-ce qu'elle a quitté. Du coup, ça laisse une traçabilité extraordinaire. Si un autre recruteur tombe sur cette candidature, il suffit de faire juste un check sur l'application et il va voir si elle est déjà passée par l'entreprise ou pas. Et si elle est passée, quel est l'historique? Est-ce qu'il y a des fois aussi, on a les candidats qui sont blacklistés pour des problèmes de comportement ou des problèmes de manque de sérieux, quelqu'un qui postule à chaque fois et qui ne se présente pas pour les rendez-vous. Donc, à un certain moment, quand il y a cette digitalisation, ça permet de laisser une traçabilité. On a aussi la digitalisation du recrutement qui se fait tout simplement par rapport à la partie évaluation. Donc, comme j'ai dit, par exemple, pour Amazon, beaucoup de personnes ont passé ces tests Amazon. Il y a les tests de langue, il y a le test de langue, il y a le test de logique,
c'est un test psychotechnique. Et par la suite, il y a la partie digitalisation pour pouvoir avoir et le retour sur la candidature et l'espace pour renseigner les choix, enfin, les documents demandés et l'espace pour poser ses questions. Et donc, par la suite, c'est-à-dire ce même candidat qui a été retenu, quand il est recruté, il a un compte dans l'application, il peut faire sa demande de congé, il peut faire sa demande d'absentéisme, il peut faire sa demande de changement de planning. Tout est canalisé. Donc, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui permet vraiment de souder le travail et de le mettre sur une plateforme qui fait gagner beaucoup de temps et qui rend le travail efficace. Pour les ingénieurs, il y a les outils surtout qui vont permettre… vous m'entendez? Vous avez du mal à m'entendre. Alors, je vais essayer de mettre… J'espère que là, vous m'entendez mieux. Donc, là, vous m'entendez? Bien. Bien. Donc, je disais, voilà, ce sont ça des exemples pour les ingénieurs de développement informatique. La digitalisation qui est la plus connue au Maroc, c'est surtout pour pouvoir évaluer les compétences techniques, parce qu'on ne peut pas les évaluer oralement. C'est aussi, après, il y a les tests psychotechniques, tout simplement. Et donc, pour les entreprises qui sont très avancées, on a des multinationales, ils ont aussi un système de digitalisation du processus recrutement. Voilà, j'espère, Warda, que j'ai répondu à votre question. Avec le digital, le recrutement deviendra-t-il plus ludique? Il l'est, effectivement, c'est plus ludique parce que tout simplement, quand on sait qu'on va faire moins de travail monotone, ennuyeux et qu'on a moyen de travailler de façon plus intelligente, on a envie de travailler. Moi, personnellement, je ne suis pas trop travail administratif, donc ça m'ennuie et je traîne un peu des pieds quand je suis obligée de le faire. Mais c'est vrai que le fait qu'on travaille sur une application et que tout soit digitalisé, ça a vraiment son effet waouh. C'est quelque chose qui donne envie de travailler pour un recruteur. Alors, Bouchra, pour votre intervention, est-ce que vous pouvez nous détailler, s'il vous plaît, le processus de recrutement à l'ère de la digitalisation en comparaison avec le recrutement classique pour les ingénieurs, à titre d'exemple? Oui, alors, pour les ingénieurs, bon, déjà pour tout le monde, particulièrement la différence, comme je l'ai dit au début, c'est qu'avant, le candidat, souvent, il devait se déplacer avec un CV en format papier. Après, il y a eu où il peut envoyer son CV par mail. Déjà, le fait qu'il envoie son CV par mail, c'est de la digitalisation. Vous savez que utiliser un CV en format papier et avoir plein de formats papier. Et quand il rentre, il faut remplir une fiche en format papier pour faire les remarques, la graffer, la mettre dans un dossier. Essayer de laisser un commentaire sur la fiche, essayer c'est-à-dire de travailler en équipe. À chaque fois qu'il faut se déplacer pour parler de certaines candidatures, il fallait prendre tous les CV et tous les dossiers en format papier pour faire la réunion et se concerter sur les candidats. Il fallait par la suite demander la paperasse en format papier pour qu'elle soit rajoutée dans le dossier. Donc, tout ça, ça faisait que déjà, il y a le risque de perte de documents. Il y a à un certain moment trop de documents qui ne sont plus utilisés et qui doivent être archivés. Il y a le fait que quand on veut chercher, on va chercher manuellement. C'est pénible. Vraiment, c'est pénible. Moi, je me rappelle au début où on était obligé de prendre les informations et prendre les documents en format papier des candidats. À chaque fois qu'il fallait vérifier est-ce que c'est déjà, c'est-à-dire il a ramené tous les documents, c'est pénible. Or, quand on est en train de travailler avec des documents scannés, il suffit de rentrer juste sur le compte et on voit 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on double-clique, on ouvre, c'est génial. Donc, ça permet justement de gagner du temps. Pour les ingénieurs, c'est le même process. Ce qui est rajouté, c'est l'évaluation technique.
C'est surtout ça, pour pouvoir avoir une visibilité rapide. Avant, les ingénieurs, par exemple, il n'y avait pas ces tests forcément techniques. Eh ben, il fallait qu'ils rentrent, il fallait qu'ils démarrent et qu'on va voir est-ce que ce qu'il dit maîtrisé est réel ou pas. Et donc là, pour le recruteur, c'est un risque qu'il est en train de prendre. Et si le profil, c'est-à-dire l'entreprise se rend compte que le profil n'a pas ses compétences techniques, et ben c'est de la perte sèche parce qu'il aura coûté de l'argent pendant un certain temps pour pas grand-chose. Alors que là, tout de suite, on voit que le profil n'a pas les compétences attendues par l'entreprise. Ensuite, quels sont les meilleurs logiciels de digitalisation dans un profil RH junior pour améliorer leurs compétences? Écoutez, les logiciels de digitalisation souvent sont développés sur mesure. Je suis en train de parler des choses qui sont développées sur mesure. Après, pour améliorer ses propres compétences, c'est-à-dire en fait pour le recrutement particulièrement, c'est pas comme la comptabilité. Il y a un logiciel comme Ciel ou autre qui va être utilisé par tout le monde. C'est pas comme ça. Les outils de travail de chaque entreprise souvent sont développés par l'entreprise sur mesure en fonction du processus recrutement. Qui sont les intervenants, quels sont les types de retours dont on a besoin, quelles sont les visibilités dont on a besoin. Donc, il n'y a pas de règles précises. Mais quand on commence à acquérir de l'expérience, à travailler justement avec de l'outil digital, c'est clair que après première expérience, deuxième expérience, ça devient plus facile pour nous et pour notre cerveau pour s'adapter à de nouveaux outils. Donc, moi, si je travaille avec l'entreprise X qui utilise par exemple, le logiciel interne pour le recrutement qui est X, si je pars dans l'entreprise Y, je ne vais pas trouver le même logiciel. Mais ce n'est pas grave parce que ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai déjà pris l'habitude à cette réflexion outillage et cette réflexion pour gagner du temps. Parce que de toutes les façons, comme je vous ai expliqué, ce qui change d'une entreprise à l'autre, c'est quels sont les éléments qu'ils veulent avoir pour donner de la visibilité, quels sont les suivis qu'ils veulent avoir et quels sont les intervenants. C'est tout ce qui change. Mais cette expérience, vous pouvez l'acquérir en travaillant avec des entreprises qui utilisent la digitalisation. Voilà, donc la digitalisation des RH a-t-elle un impact sur le management? Oui. Bien sûr qu'elle a son impact sur le management parce que d'abord, la digitalisation, si on revient à la source, comme elle fait gagner du temps, donc ce temps qu'on gagne, on peut l'utiliser pour plus de relations humaines, plus d'interactions humaines. Et qui dit interaction humaine dit management de proximité. Donc, c'est clair qu'effectivement, la digitalisation RH peut énormément aider dans le management et peut aussi aider dans l'évaluation du travail. Parce que quand on travaille sur un outil, ça nous permet aussi de mesurer la qualité de travail qui est fournie par le collaborateur. Et donc, forcément, ça sera un management de motivation qui peut être plus poussé. Avec la digitalisation de P2, recrutement, quel impact sur le profil? La polyvalence du candidat, ses expériences, ses titres? Alors, je n'ai pas compris le P2. Quel impact sur le profil? La digitalisation, elle ne peut avoir qu'un impact positif sur la polyvalence du profil. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus on a de l'expérience sur les outils, plus on va avoir justement des éléments de réflexion qui sont variés. Donc, plus, c'est un bagage supplémentaire. Ce n'est pas handicapant du tout. Alors, autre question. On peut supposer que le marketing personnel et la préparation des candidats vont aussi évoluer en fonction de l'évolution de la digitalisation. Absolument, absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous le constatez sur LinkedIn, beaucoup de jeunes, et je trouve ça excellent, utilisent la digitalisation
pour faire du marketing personnel. C'est quelque chose que moi, j'apprécie énormément parce que tout simplement, ça permet d'utiliser, déjà de voir la capacité d'innovation du jeune, du candidat, et ça permet aussi de voir ses capacités de création, de créativité, sa façon, comment il raisonne. Donc, et puis ça permet aussi de se distinguer, de se démarquer par rapport aux candidats qui choisissent une façon simple et standard pour se présenter et présenter leurs compétences. Alors, il y a plusieurs questions, j'ai l'impression. Moi, je suis en Guinée. La majeure partie des diplômés de chez nous ne s'intéressent pas à cette méthode. Comment remédier à cela? En fait, il ne faut pas, c'est-à-dire on ne peut pas changer la réalité des choses si on ne crée pas une autre réalité qui rend la première obsolète. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que pour pouvoir changer les choses, il faut créer le besoin, il faut montrer l'intérêt. Il faut commencer par soi-même. Si moi, aujourd'hui, je développe un outil et que je travaille avec, eh bien forcément, je peux commencer à le vendre ou pas à le vendre, c'est-à-dire à le vanter auprès d'autres personnes en étant rassuré que une fois ils vont voir l'intérêt et l'avantage de la chose, ils vont suivre. Ça, c'est certain. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on risque de se confronter à une réalité inquiétante, celle qu'on n'est pas encore préparé à tous les changements numériques et digital? En fait, c'est simple. La préparation au changement numérique et digital n'est plus un choix. Et effectivement, si on est à la traîne, eh ben, il y a de gros risques qu'on soit dépassé. Donc, il ne faut pas, à mon avis, et moi, c'est ma vision des choses, il ne faut pas avoir peur de la nouveauté qui est la digitalisation, parce que de toutes les façons, elle est là. L'évolution, elle est là, mais il faut essayer de trouver moyen comment la suivre aussi rapidement. Et une fois on ouvre notre esprit là-dessus, c'est clair qu'on commence à trouver les idées qu'il faut. Alors, est-ce que la transformation digitale a un impact sur la communication au sein de l'entreprise? Oui, bien sûr que la transformation digitale, elle a un impact. Bon, elle a un impact et c'est pour ça que je reviens encore où je dis à utiliser à bon escient parce qu'on ne va pas non plus l'utiliser pour couper le contact entre l'humain et rendre tout digital. Parce qu'à un certain moment, on devient robotique et on a besoin de relations sociales. On a besoin d'un climat social. Et ce climat social ne peut pas être installé si on n'a pas tout simplement le contact avec les autres. Donc finalement, ça c'est le risque. Par contre, l'avantage, c'est que avec la digitalisation, on va gagner plus de temps, c'est-à-dire au lieu de travailler sur des tâches à très faible valeur ajoutée, eh bien, on va essayer d'être concentré sur des tâches de réflexion, des ateliers de travail, de brainstorming, de travail, c'est-à-dire d'équipe. Donc, c'est clair que ça peut aussi avoir son impact positif. Alors, comment s'adapte l'outil de recrutement digital à un organisme de recrutement avec les exigences différentes des clients, les entreprises? Est-ce que c'est flexible? En fait, l'outil, généralement, un organisme de recrutement ne peut utiliser la digitalisation que pour la partie de suivi des candidatures. Après, donc c'est-à-dire que moi, en tant que cabinet de recrutement, donc si j'ai différents clients, je ne peux pas effectivement utiliser la même évaluation pour tous. Parce que je sais que j'ai le client X qui, lui, est très exigeant sur la présentation, sur la façon de parler, sur les expériences longue durée, courte durée. Donc, je ne peux pas venir et formaliser de façon digitale l'évaluation et se dire qu'on va faire la même chose pour tout le monde. Par contre, et j'ai d'autres clients, qui, lui, par contre, n'a pas de problème sur la présentation, ni sur la façon de parler particulièrement, mais plutôt sur les compétences techniques, etc. Donc, là, on voit très bien qu'on ne peut pas évaluer, quand on a différents clients, on ne peut pas utiliser les mêmes outils d'évaluation. Mais
la digitalisation du recrutement, elle peut être intéressante pour un cabinet de recrutement pour pouvoir, c'est-à-dire avoir une base de données de candidats qui soit pertinente. Parce que moi, si aujourd'hui je traite 20 000, 30 000 candidatures, sur une longue période bien sûr, à un certain moment, le vivier comprend presque pratiquement certains mêmes candidats qui postulent et repostulent. Si moi j'ai cet outil de digitalisation, c'est clair que je peux rechercher sur mon fichier et je peux avoir une idée sur son historique. Qu'est-ce qui s'est déjà passé avec le client X? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que je peux le recommander pour un autre client? Est-ce qu'il est plus adapté à ce client ou à ce client? Donc, ça nous permet ça permet d'être utilisé, mais de façon interne, c'est-à-dire en back-office, pas pour l'évaluation du client. Maintenant, pour l'évaluation du client, il y a certains tests qui peuvent être les mêmes, c'est-à-dire le test de personnalité ou le test de langue, mais sinon, les autres évaluations, c'est clair que ça diffère d'une entreprise à l'autre. Pourrions-nous savoir les avantages de la digitalisation du recrutement? Oui, ben en fait, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Les avantages de la digitalisation, c'est réduire les risques en assurant un recrutement plus solide, une évaluation plus solide avec des tests d'évaluation. Ça permet aussi de gagner du temps pour pouvoir travailler sur des sujets importants, en l'occurrence l'analyse des process, la remise en question, le développement du réseau des candidats et plein d'autres missions à forte valeur ajoutée. Ça permet aussi de développer l'image de marque de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, l'entreprise qui va utiliser la digitalisation, elle va être plus séductrice, elle va donner une image d'une entreprise donc innovatrice. Et donc, ça permet aussi de ne pas rater les bons profils, surtout, parce que ça permet d'avoir une évaluation plus objective. Ensuite, est-ce que la transformation en digital a un impact? Oui, ça, on a déjà répondu, je vous en prie. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut y aller avec la digitalisation, puisqu'on ne peut pas rester à la traîne, mais ne voyez-vous pas qu'il y a une partie de la population de chercheurs d'emploi qui sera discriminée sur une variable à laquelle elle n'a pas accès, les régions non connectées. Et du coup, comment on peut prévoir et gérer cette nouvelle forme de discrimination? Écoutez, moi, la vérité, je ne dirais pas que c'est de la discrimination, parce qu'à la base, si on parle de régions non connectées, eh bien, en fait, ils ne sont pas du tout concernés par la digitalisation. Quand je dis qu'ils ne sont pas concernés, c'est-à-dire qu'à la base, ils n'ont même pas accès à cette information. Et là, ce n'est pas de la discrimination de l'employeur ou du recruteur, parce que le recruteur aussi, il va utiliser les moyens qu'il a pour pouvoir c'est-à-dire faire marcher son business. Mais là, c'est le rôle de la commune, la responsabilité de la commune, comment elle peut donner plus d'accessibilité. Il ne faut pas se leurrer, hein, vous savez, même dans les grandes villes où on est connecté, c'est-à-dire même dans le Grand Casablanca où on est, ou à Rabat, qui est la capitale, je pense qu'il y a des catégories, une catégorie sociale qui est très, 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 très modeste. On va dire tout simplement qu'il y a beaucoup de difficultés financières, qui n'ont pas l'accès à l'Internet constamment, qui n'ont pas un PC, qui n'ont pas les moyens. C'est vrai que c'est bien dommage, mais croyez-moi, ça reste un moyen comme un autre. Quand je dis ça reste un moyen comme un autre, moi, je suis convaincue que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Et on peut trouver moyen d'y arriver. C'est pour ça, d'ailleurs, vous pouvez trouver des exemples de personnes qui ont été éduquées dans des patelins, dans des petites campagnes, et qui se sont battues pour faire leurs études et qui sont sorties très jeunes dans les grandes villes et qui ont travaillé et étudié en parallèle pour pouvoir s'assurer le côté financier, pour pouvoir s'auto-former, pour pouvoir bénéficier de certaines études qui vont les aider à se relever et à voir plus grand, et qui ont réalisé leur rêve. Donc, les moyens techniques,
n'ont jamais été un frein. Ils peuvent être un atout, mais ils ne sont pas un frein. Le frein reste toujours dans notre esprit, dans notre croyance. Si on croit qu'on a besoin d'un élément extérieur pour pouvoir réussir à atteindre notre objectif, c'est clair qu'on va rester dans ce frein. Mais si on se dit que non, de toutes les façons, aujourd'hui, on sera obligé de se retrousser les manches. Maintenant, il y a la catégorie qui n'est même pas au courant que ça existe. Oui, parce qu'ils n'ont pas appris ça. Encore une fois, je le dis, là, c'est vraiment dommage parce que souvent, on peut trouver des gens très brillants dans ces mondes-là, mais est-ce qu'aujourd'hui, un employeur peut faire quelque chose à part, c'est-à-dire quand c'est des actions sociales qui peuvent être faites par les grandes entreprises qui vont intervenir dans les petites campagnes, dans les patelins pour pouvoir faire profiter les étudiants de la région de certains avantages, que ce soit la scolarisation, que ce soit l'Internet ou autre. Oui, je pense que si on réfléchit dans ce sens, on peut trouver effectivement des entreprises qui peuvent sponsoriser ce genre d'action. Mais sinon, moi, je ne dirais pas que c'est de la discrimination, mais c'est juste le monde est ainsi fait. Je pense que l'État de chaque pays devrait trouver une solution pour pouvoir rendre l'accessibilité, la notion plus accessible à tout le monde et donner à tout le monde les mêmes chances. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Lepteina. À mon avis, parmi les inconvénients de la digitalisation, c'est qu'effectivement, des fois, et à cause des problèmes techniques du logiciel, par exemple, en postulant, le format de la photo n'est pas accepté à cause d'un bug. Du coup, certains candidats vont être disqualifiés. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est un élément qu'on ne peut pas négliger. Et pas que, hein. Vous savez, parfois, on a des CV qui, quand on les ouvre, ils sont vides. Donc, c'est vrai qu'il y a ce risque. C'est pour ça que merci, Warda, d'avoir sorti, c'est-à-dire attiré mon attention sur ce point. C'est pour ça que c'est très important de vous assurer que votre CV est bien parvenu, surtout quand c'est une postulation directe. Ce n'est pas une postulation spontanée. Quand vous postulez d'une manière, c'est-à-dire pour une annonce particulièrement, et que vous estimez que vous avez vraiment le profil. Pourquoi je dis ça? Parce que des CV, on en reçoit des centaines par jour, mais ils ne sont pas tous faits pour le profil demandé. Mais si vous pensez que vous avez le vrai bon profil, et moi j'en ai eu hein, des candidats qui, quand je mets une annonce, il va envoyer le CV par mail, il va me contacter sur LinkedIn, il va appeler au bureau, il veut tout simplement s'assurer que sa candidature est bien arrivée. Parce qu'effectivement, avec tout ce qui est digitalisation, il y a des bugs et il y a des risques techniques. Merci, Warda. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Warda. Je vous en prie. Alors. Oui, effectivement, c'était très intéressant. Bonsoir, Monsieur Satour. Je vous en prie, Lubna. Alors, est-ce que les recruteurs ont le droit de suivre le processus de recrutement via ces plateformes de digitalisation de recrutement? Ben, en fait, le processus est fait justement pour pouvoir répondre pour qu'il soit utilisé par le recruteur. Donc, c'est clair que oui, ils ont le droit de suivre le processus recrutement via ces plateformes. Maintenant, est-ce que vous parlez des plateformes de l'entreprise?
Si c'est ça, c'est oui. Mais si ce sont des plateformes d'un job board ou d'un autre prestataire, hein, je pense qu'il y a des droits d'achat ou autres pour pouvoir le faire. Je vous en prie. Les solutions digitales ont un taux d'efficience plus ou moins satisfaisant et beaucoup d'impact commercial. Comment se fit-on dans ce cas-là à un outil ou un autre, sachant que les concepteurs d'outils nous induisent en erreur? En fait, c'est simple, c'est la réputation de l'entreprise, c'est l'ancienneté de l'entreprise et c'est les labels de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises multinationales qui tout simplement permettent d'avoir des tests qui sont adaptés en plusieurs langues. Il y a ceux qui sont labellisés, ceux qui ont des normes qui sont données. Et après, c'est l'expérience qui fait qu'on se dit c'est cette entreprise et pas une autre. C'est important de se renseigner et de prendre, c'est-à-dire les sociétés qui sont reconnues par des avis. Voilà. Bouchra, je ne me rappelle pas trop de la question. La organisme de recrutement, je vais voir qu'est-ce qu'il y avait. Je vais poser une autre question. Alors, merci pour Est-ce que vous pouvez nous détailler le processus de recrutement en comparaison avec le recrutement classique pour les ingénieurs à titre d'exemple? Et là, la question, c'est un organisme de recrutement. Je n'ai pas bien compris la question, Bouchra. Si tu peux la reformuler, s'il te plaît. Quels sont les outils utiles pour digitaliser son recrutement? En fait, pour digitaliser le recrutement, comme j'ai expliqué, il y a des outils, il y a des entreprises qui proposent des solutions toutes faites. Moi, la vérité, je ne les ai pas utilisées, donc je ne peux pas trop en parler parce que nous, on travaille avec des outils qu'on a développés sur mesure. Donc, et même nos partenaires, c'est-à-dire nous, on a des clients qui travaillent avec certains outils qui ont été aussi développés sur mesure. Donc, généralement, ces outils-là sont développés à la demande. Je vous en prie. Peut-on revisualiser ce webinaire? Je- Oui, enfin, Myriam va répondre à cette question. Dans quelle mesure le recrutement digitalisé peut-il prendre en compte par tout ce qui relève du non-verbal? En fait, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, le recrutement non digitalisé, enfin le recrutement digitalisé n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour pouvoir remplacer, enfin, pour pouvoir l'accompagner, parce qu'il y a effectivement un élément qui est important à prendre en considération. Maintenant, je ne vous cache pas que l'évaluation du non-verbal, elle est à double tranchant. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Parce que parfois, ce langage du non-verbal, il peut être utilisé par différentes personnes. Enfin, il peut être évalué, je veux dire, par différentes personnes. Et quand il est évalué par plusieurs personnes, il se trouve que en fonction du cadre de référence de chacun, l'évaluation va être différente de l'un à l'autre. Aujourd'hui, les plus grandes multinationales préfèrent éviter cette évaluation humaine sur les éléments qui ne sont pas tangibles. C'est-à-dire qu'ils préfèrent vraiment automatiser l'évaluation au maximum possible et laisser le côté humain juste pour discuter des résultats, pour partager de l'empathie, pour partager la chaleur humaine, mais pas l'évaluation. Parce que tout simplement, cette évaluation, elle peut être à risque que ce soit un recrutement, que ce soit un recrutement qui n'est pas réussi, tout simplement.
Mariam? Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, je vous entends parfaitement, Madame Ouda. C'était très intéressant. Je peux Merci. répondre à la question de M. Kamal Omri. Est-ce qu'ils peuvent revisualiser le webinaire? Oui, bien sûr. Alors, l'ensemble des webinaires vont être mis en ligne par notre service de com. Donc, d'ici peut-être fin de la semaine prochaine, ils trouveront l'ensemble des webinaires sur nos pages sur Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Très bien. Merci beaucoup, Maline. Je vous en prie. Au niveau de digitalisation des RH, il y a apparemment un modèle qui s'appelle Ancho. C'est un modèle japonais pour faire passer un élément recruté de l'actif réactif au stade proactif. Attention, j'ai perdu le stade proactif. Et chaque élément doit être accompagné par une évaluation interne qui sera ses acquis dans l'entité. Oui, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, il y a tellement plein de travail qui a été fait dans ce monde. C'est excellent. Il suffit juste de chercher et en fonction de son besoin, on va trouver. Je vous en prie. Merci à vous pour votre participation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, voilà, le recruteur bouche. Alors, le recruteur entreprise désigne un bureau de recrutement qui, lui, utilise cette plateforme digitale. Ma question, est-ce que le recruteur peut suivre le processus de recrutement en temps réel, genre voir les commentaires et appréciations? Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Nous, on a aujourd'hui, par exemple, en fait, ça peut être fait dans les deux sens. C'est-à-dire que soit c'est le cabinet de recrutement qui donne la main au recruteur, c'est-à-dire à l'entreprise qui veut recruter pour suivre la possibilité, pour suivre l'actualité de ce candidat, soit c'est le recruteur qui a une plateforme qui voudrait que les retours soient faits sur cette plateforme. Et donc, le cabinet de recrutement a une visibilité sur les candidats qu'il a envoyés au fur et à mesure et en temps réel. Donc, c'est possible que ça soit fait dans les deux sens. C'est une question de programmation aussi. Voilà. Merci à vous pour le temps consacré à l'échange. J'étais très ravie de partager avec vous ce moment de partage et d'échange. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments qui vont vous être utiles. Et puis, je vous dis alors peut-être à bientôt, Inch'Allah. Myriam, je ne sais pas si je veux rajouter quelque chose. Myriam? Je vous en prie. Madame Houda, Oui, Myriam. je n'arrive pas à vous entendre. C'est vrai? Oui. Moi, je vous entends. Maintenant, vous m'entendez? Votre voix est très loin. Alors, moi, quand je mets le micro, je ne vous entends plus. C'est pour ça que je ne le mets pas. D'accord. Est-ce que... Oui, là, je vous entends. Là, je vous entends. Donc, notre webinaire est arrivé à sa fin. Pour moi, oui, c'est terminé. Les questions de tous les participants ont été répondues. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Ben, merci à tout le monde d'avoir participé ça a été utile. D'accord. Merci beaucoup, Madame Houda. Et à la prochaine, Inch'Allah. On aura l'occasion de vous voir dans nos salles, Inch'Allah. C'est l'occasion qui m'a été très, très enrichissante aussi en partage avec tous nos participants. Merci, Madame Houda. Merci à tous les participants et à très prochainement, Inch'Allah. 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 Au revoir. Au revoir.